Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 68. L'erreur numéro 1 dans le choix d'une selle avec Eugénie Cotreau d'Ergonomie Équestre. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'1 an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. J'ai pour habitude de dire que quand on trouve de bons professionnels, il faut savoir s'en entourer et ne pas hésiter à les solliciter et à déléguer. Et c'est exactement ce que je fais dans cet épisode. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Eugénie Cotreau à mon micro. Pour tous ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, vous le savez, je vais interroger Eugénie, tout particulièrement aujourd'hui, sur la question de la selle pour le débourrage. Et on va aborder cet épisode avec un angle particulier, celui de l'erreur à ne pas commettre. Oui, nous avons une masterclass ensemble dans 10 jours. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien d'inscription dans la description de cet épisode. Donc, nous n'allons pas vous délivrer bien évidemment toutes les stratégies, puisqu'elles vous seront présentées au moment de la masterclass. Mais par contre, on avait envie de quand même vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, ou en tout cas, de rentrer avec nous dans le cœur des réflexions à avoir pour cette première étape, celle de la première selle de votre cheval, et peut-être d'ailleurs même votre première selle à vous aussi. Je vous laisse avec notre conversation à Eugénie et moi, juste après le jingle. J'ai quand même envie de réintroduire cet épisode et de prendre le temps de vous donner le contexte de notre conversation avec Eugénie. Donc déjà, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Eugénie Cotreau, c'est la fondatrice d'Ergonomie Équestre et c'est aussi la plume derrière le blog saddlefitting.fr qui officie depuis plus de 10 ans maintenant. Au cœur de notre conversation, la vision finalement de l'équipement, de la selle, comment créer ce futur couple cavalier-cheval. Parce que oui, l'étape du débourrage, c'est le moment de la mise sous la selle. Et forcément, cette étape, c'est la toute première du cheval de selle, celui qui se prédestine quand même à avoir un cavalier sur le dos. Donc, derrière cette conversation et derrière cette première fois, il y a finalement une question beaucoup plus large qui est de comment veut-on que ce souvenir, comment veut-on que ce premier apprentissage se passe dans de meilleures conditions possibles pour le cheval, mais aussi pour le cavalier. C'est le moment donc de retrouver Eugénie et moi-même. Je vous retrouve en fin d'épisode. Salut Eugénie, tu fais ton retour sur le podcast pour venir discuter avec moi aujourd'hui d'un sujet qui m'a beaucoup travaillé et qui aujourd'hui encore est une des plus belles bêtises que je pense avoir faites dans mes débuts, dans mes premiers mois de jeune propriétaire, c'est-à-dire le choix de la selle pour le jeune cheval, celui qui n'est pas encore débourré. On a d'ailleurs même décidé toutes les deux d'en faire une masterclass live. Donc ce sera un webinaire comme un cours de 2 heures, 2 heures et demie qui aura lieu le 8 février prochain. Et donc tout ça, c'est parti d'une question qui continue en fait de me prendre la tête, vu que je suis en plein dedans, à savoir comment on choisit une selle pour son jeune cheval qui n'est pas encore débourré, en vue du débourrage bien sûr, mais aussi en vue du début du travail monté. Puisque, vu le prix d'une selle, forcément, on n'en change pas tous les mois. Donc ça, c'est cette petite question un peu insolvable qu'il a fallu que je tranche et dont j'ai envie de discuter aujourd'hui avec toi. Peut-être que tu pourrais te représenter un tout petit peu en un mot pour mes invités, avant qu'on rentre en fait dans le cœur même de notre sujet et de notre conversation.
Salut Fanny, bah écoute, merci déjà de m'inviter de nouveau sur ton podcast pour que tes auditeurs me resituent. Donc moi c'est Eugénie, j'ai 37 ans, je suis saddle fitter depuis 2012, formatrice en saddle fitting depuis 2017. Forcément, des cavaliers avec des jeunes chevaux, j'en ai vu passer plein pendant ma carrière, donc je pense que je vais pouvoir t'aider au moins à avoir quelques pistes. Et si on peut partager ça avec tes auditeurs, c'est encore mieux. Génial. Donc je ne suis pas la seule à me prendre la tête sur ce sujet en fait. Déjà, c'est la première, c'est le premier constat qu'on peut faire. Non, non, clairement pas. C'est loin d'être la seule, je te rassure. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé mon métier précisément à cause de cette question. Parce que c'est quand j'ai acheté mon cheval que j'ai depuis maintenant 15 ans, que j'ai acheté Poulain, que j'ai commencé à me poser la question de la selle que j'allais lui mettre sur le dos. Et j'ai commencé à m'intéresser au sujet du coup de l'adaptation de la selle. Sauf que ça m'a tellement passionné que j'ai fini par en faire mon métier. Et donc tu vois, c'est parti d'un cas particulier qui m'a amené vers une spécialité professionnelle. Donc je l'ai vécu moi-même. Je sais exactement ce que ça fait à titre individuel sur les questions des prises de tête, du budget, de mon cheval il va changer, je veux pas lui faire mal parce que c'est un bébé, etc. Et j'ai aussi accompagné du coup beaucoup de cavaliers par la suite dans cette fameuse quête avec beaucoup de points d'interrogation et quelques arrachages de cheveux au passage. En fait, personnellement, quand j'ai eu Iggy, c'est pareil, je l'ai choisie, elle avait 3 ans. Alors, elle était un peu grignette, elle n'était pas tout à fait prête physiquement et émotionnellement à être montée, mais je savais que c'était quand même une des étapes qu'on allait devoir passer ensemble assez rapidement. Et ça a tout de suite été pour moi l'espèce de point noir, tu vois, dans mon projet et dans mon plan d'action, parce que je me rendais bien compte que la selle, cristallisait un peu tous les débats. En fait, j'ai passé plusieurs semaines à me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une selle d'occasion que je vais tenter de revendre? Est-ce que je prends un premier prix qui, même si elle lui va que temporairement, c'est pas grave, j'aurais pas en gros dépensé toute ma fortune et puis j'essaierai de la revendre aussi. Est-ce que je cherche un saddle fitter sans savoir comment je vais gérer cette séance parce que finalement, ok, Iggy est habitué à la selle, mais je peux pas monter dessus. Et donc, tu vois, déjà rien que pour prendre une première décision qui était de se dire est-ce que je fais intervenir quelqu'un pour m'aider justement dans la stratégie entre guillemets à adopter pour cette première selle. Est-ce que je peux faire intervenir quelqu'un ou est-ce que je dois résoudre cette équation toute seule sans avoir un vrai début de solution? Puisque si j'avais conscience quand même, on va dire, d'une donnée, c'est que j'y connaissais pas grand-chose, quoi. Est-ce que toi, ça t'arrive justement souvent de partir en séance dans ce genre de cas? Ce qu'il faut savoir, c'est que la base du métier de saddle fitter ou d'ergonome de la selle, et même la base du métier de sellier d'ailleurs, hein, c'est le conseil. C'est-à-dire que on part du principe que les cavaliers, quels qu'ils soient, hein, quel que soit leur niveau technique, qu'ils soient cavaliers amateurs ou cavaliers professionnels, quelle que soit la discipline pratiquée, ne sont pas spécialistes de la selle. Donc, quand on n'est pas spécialiste de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne auprès de professionnels qui détiennent la connaissance, qui détiennent les éléments de compétences techniques pour fournir d'abord et avant toute chose un conseil. Moi, quelqu'un qui a un jeune cheval et qui se pose la question de la selle, je lui recommanderais systématiquement, s'il le peut, de se faire accompagner par un professionnel qui va pouvoir commencer déjà, ne serait-ce que par ça, par répondre à ces questions. Ça me paraît être la base. Pourquoi? Parce que se débrouiller tout seul quand on n'y connaît rien, c'est quand même super risqué. Donc on peut avoir de la chance, mais on peut aussi se mettre tout seul dans le pétrin. Donc si on part du principe que le métier de sellier, de saddle fitter, se pratique sur un principe de consultation, c'est exactement ce qu'on fait en fait. On consulte un professionnel. On le fait venir, il analyse la situation pour nous, il nous donne les éléments clés de la situation par rapport à notre cheval, par rapport à son évolution physique, par rapport à nos besoins, à nos envies. Enfin, en gros, il fait tout le travail d'accompagnement à la rationalisation des besoins et à leur analyse. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à discuter d'une solution potentielle. Mais le risque, c'est toujours de sauter sur
la recherche de la solution sans être passé au préalable par cette phase analytique. Et encore une fois, quand on n'a pas les connaissances qui nous permettent d'organiser au mieux cette phase analytique, on prend des risques. De toute façon, on s'en rend vite compte parce que personnellement, on m'a dit va falloir que t'achètes une selle. Et j'ai commencé à regarder sur le Bon Coin et je me suis bien rendu compte que juste en tapant selle, tu vois, sur le Bon Coin, ok, t'as des selles, mais derrière, ça va pas plus loin. Ça veut dire qu'il faut déjà effectivement une première couche de repères pour se dire quel modèle pour mon cheval, pour mon besoin du moment. Et ça, en fait, un simple moteur de recherche, peut pas vraiment nous aider en fait à répondre déjà à cette première question, quoi. Ça me paraît compliqué parce que une selle, c'est quand même un objet technique avec une conception assez complexe. Il y a pas mal de paramètres dans la conception d'une selle à prendre en compte dans son adéquation au dos du cheval. Enfin, il y a au total, juste pour le cheval, il y a 6 grands paramètres à être capable d'identifier et qui doivent correspondre à 6 paramètres anatomiques, donc à 6 relevés de mesure qu'on va faire sur le cheval. Donc ça veut dire que juste pour savoir à peu près quelles sont les caractéristiques techniques de la selle qu'on va rechercher, il faut être suffisamment capable par soi-même de relever ces 6 points de contrôle sur le cheval et ces 6 paramètres techniques sur une selle pour être capable de les faire correspondre. Et là, on n'en est encore que à l'intellectualisation du besoin sans être rentré encore dans la phase de test, si tu veux. Donc, pour faire une présélection de selle, c'est ça qu'il faut savoir faire. Et donc, c'est sûr que c'est pas juste en allant sur Google et en tapant, j'ai un selle français de 3 ans et il est alezan, que tu vas pouvoir savoir quelle selle tu vas lui mettre sur le dos, quoi. Et puis, il y a un raccourci qui peut se faire rapidement dans la tête, c'est je vais avoir un jeune cheval, donc forcément, il va grandir, il va évoluer physiquement. Entre un 3 ans et un 8 ans, en général, on va dire qu'il y a une notion de carrure aussi qui change grandement. Pas simplement une question de taille. Et le premier raccourci est de se dire, je vais prendre forcément une selle modifiable qui puisse s'adapter. Mais même là, en fait, dans les selles modifiables qui peuvent s'adapter, il y a tout un champ de possibles avec justement plein de prises de repères à connaître en amont. C'est pas un seul modèle qui peut s'agrandir ou se rétrécir au niveau de l'arcade, c'est bien tout un modèle d'arçon qui doit d'abord s'adapter, c'est ça, au cheval, puis ensuite potentiellement se rétrécir ou s'agrandir en fonction de la volumétrie du cheval, quoi. Oui, complètement. C'est une très bonne chose que des fabricants se soient penchés sur le fait de fournir des solutions d'évolutivité pour leurs produits. Parce qu'à la base, une selle, c'est pas fait pour être évolutif, c'est fait pour être un objet fixe et solide d'un seul tenant. Donc, pas de possibilité de modification, ou très peu. Et certainement pas modifiable par tout un chacun, ça suppose l'intervention d'un artisan avec un passage à l'atelier. Maintenant, on a des selles qui existent avec 2 ou 3 paramètres qu'on peut faire évoluer soi-même assez facilement sans en repasser par la case artisan. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a quand même 6 paramètres hyper importants dans le choix d'une selle et on ne peut en faire évoluer que 2 ou 3. Donc, ça veut dire que quand on parle de selle modifiable ou évolutive, en fait, elle est modifiable ou évolutive, mais seulement à 50% de son potentiel, au mieux. Donc, il y a quand même un choix, une sélection de base à faire sur certains principes, parce que tous les critères qui ne sont pas évolutifs sur la selle, ils doivent être pour le coup très bien choisis, parce que si ça va pas, même si les autres paramètres sont évolutifs, ça changera rien, quoi. Ça va pas, ça va pas. Oui, donc le seul critère d'adaptabilité, comme on est en train de dire, est certes intéressant, mais c'est pas la fondation même de cette prise de repère pour pouvoir adapter derrière l'équipement. Est-ce qu'on pourrait un petit peu mieux résumer justement quelles peuvent être les différentes difficultés à sceller ce jeune cheval pour que des personnes qui sont pas encore dedans, dans cette démarche, comprennent bien le côté un peu multifactoriel du problème de selle sur un jeune cheval, parce que on l'a dit très rapidement, il y a ce côté le cheval il va forcément grandir en taille,
Donc, il va avoir des mesures différentes sur sa taille. Je l'ai dit, il y a aussi le fait que il change de carrure, donc en général, il s'élargit un peu. Est-ce que toi, t'en vois d'autres et t'en connais d'autres que même moi, là, j'aurais du mal à résumer? Ah oui, 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 tout à fait. Si tu veux, il y a deux grandes familles fructifantes chez les jeunes chevals. La première, c'est, on va dire, famille de causes de modification physique, c'est le facteur croissance, stricto sensu. C'est-à-dire que c'est un phénomène physiologique qui se passe dans l'organisme du cheval et où on a ces structures physiques, à commencer par le squelette. Et ça commence à être quand même pas mal connu des cavaliers, hein, donc ça, la charpente qui va se modifier avec les ossifications des cartilages de croissance, qui est un processus qui peut durer jusqu'à très tard chez certains chevaux. Les races les plus grandes et les plus massives, en général, terminent leur croissance osseuse à l'âge de 8-9 ans. Et puis, une fois que cette croissance osseuse est terminée, il y a ensuite toute la croissance de ce qu'on va appeler les tissus souples, les tissus mous, donc les muscles, les tendons, les ligaments. Cette croissance, on va dire, musculo-tendineuse et ligamentaire, enfin, surtout musculo-tendineuse, elle se poursuit encore bien après la fin de la croissance osseuse. Donc, vraiment du point de vue de la maturation des structures, le cheval va être pleinement adulte autour de ses 10 ans, si c'est un grand cheval avec un peu de carrure. Donc on a vraiment ce phénomène de croissance, donc on détaillera un peu plus précisément pendant la masterclass parce qu'il est quand même soumis à d'autres phénomènes, très clairement, parce que c'est pas, je veux dire, tous les chevaux ne grandissent pas avec le même rythme et il y a plein de facteurs exogènes qui peuvent l'influencer. C'est la première famille de causes de modification physique du cheval qui correspond à ce à quoi tu faisais référence. Maintenant, il y a un second truc auquel beaucoup de personnes ne pensent pas forcément, et qui pourtant est au moins aussi important, qui est que le cheval, dans la nature, il n'est pas musclé et il se développe pas pour porter. Donc même si tu fous la paix à ton cheval jusqu'à ses 8 ou 9 ans en ne le montant pas, et que du coup, comment dire, ses structures au point de vue physique se développent de la façon la plus optimale possible, on va dire ça comme ça, tu n'as pas encore fait intervenir le facteur travail, et notamment le facteur porte du poids sur ton dos. Donc, le fait que le cheval soit utilisé sous la selle, et ben, ça change d'autant plus la physionomie. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, je ne suis pas forcément pour le fait de ne pas monter les jeunes chevaux, parce que c'est bien qu'ils puissent entraîner leur corps pendant leur croissance, donc de façon complètement raisonnable, hein, on va pas leur tirer dessus sur la couenne comme des tapalous. C'est bien que pendant la croissance, ils commencent déjà à utiliser leur corps pour leur future activité de cheval de selle, qui implique d'abord et avant toute chose de porter du poids sur leur dos. Parce que l'évolution de la posture par le travail et le travail monté, et surtout un travail monté bien mené, ça peut être phénoménal. On a là les deux grandes familles de modifications du cheval, et après, j'occulte volontairement toutes les causes potentiellement accidentelles qui peuvent venir se rajouter là-dessus, comme les maladies, les blessures, etc., etc. Ouais, finalement, c'est hyper intéressant parce que ce que tu es en train d'expliquer, c'est que souvent on voit la croissance comme la difficulté majeure, entre guillemets, dans le choix d'une selle qui va pouvoir accompagner cette croissance, mais on occulte complètement le travail physique que l'on va proposer à notre cheval qui va aussi soumettre des modifications importantes sur la manière dont il se tient et dont son corps, en fait, évolue et change, quoi. Complètement. Et je dirais même que la plupart des gens pensent que le plus important, c'est la croissance au sens physiologique. Mais en réalité, de mon expérience, c'est pas tant cette croissance au sens physiologique qui est potentiellement problématique, c'est la mise en place d'un programme on va dire, de construction physique du cheval en vue de sa construction en tant que cheval de selle. La mise en place d'un travail qui va vraiment leur permettre de se construire et d'évoluer d'un point de vue optimal. Si tu veux, je peux faire un parallèle assez simple qui est, si tu veux, je sais pas, par exemple, faire de la gymnastique et que tu veux, mettons, apprendre à faire le grand écart, tu attends que ta croissance soit finie, donc en tant qu'humain vers 20 ans,
une fois que toutes les structures sont consolidées, et que du jour au lendemain, tu décides que tu vas faire le grand écart, tu vas sacrément en chier. Alors que si tu entraînes très progressivement ton corps quand il est encore souple et malléable, quand t'es petit, tu pousses pas outre mesure. C'est-à-dire que tu fais pas l'entraîneur chinois ou de l'ex-URSS, tu vois. Mais si, à partir, je sais pas, mettons de l'âge de tes 6 ans et jusqu'à tes 20 ans, tu as gardé une activité physique raisonnée en fonction de tes capacités sportives, il est probable que quand tu arrives à 20 ans, le grand écart, ce soit même pas une question, ce soit une formalité, c'est juste quelque chose que ton corps sait faire. Et il a été développé en l'optique de. C'est hyper intéressant comme parallèle. Je rajouterais là-dessus que, bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est pas vraiment une surprise, mais moi j'avais complètement occulté aussi les variations, tu vois, en termes de poids et de volume entre été et hiver. Et du coup, le fait que moi j'ai démarré un pré-débourrage à une période où Iggy était complètement grignette. Ensuite, elle a pris beaucoup trop de poids. Maintenant, elle est de retour à un poids normal, mais il y a ça aussi qu'il faut apprendre à gérer et forcément, ça a une incidence, je suppose, sur le matériel. Complètement. Après, cette question de poids, c'est pas une question spécifique au jeune cheval. Le jeune cheval, il a par rapport à n'importe quel cheval d'âge mûr, on va dire un cheval d'âge mûr, c'est un cheval qui va être entre, mettons, ses 10 et ses 25 ans, parce que pour moi, c'est vraiment l'âge de la maturité du cheval. Alors, on va dire 10 à 20, allez. Mais moi, je considère qu'un jeune cheval reste jeune jusqu'à ses 8, voire 10 ans. Le cheval qui a passé l'âge des 10 ans, le facteur croissance au point de vue physiologique, il n'existe plus. Par contre, le risque en termes de variation de poids considérable, il est toujours là. Bien sûr, tu as complètement raison de le mentionner. C'est un facteur considérable qui va jouer sur la qualité de travail du cheval, mais aussi évidemment sur l'adaptation de son équipement. Mais pour le coup, il n'est pas spécifique au jeune cheval, celui-là. Ouais, en fait, c'est une donnée qu'on peut tout de suite avoir en tête parce que on devra composer avec finalement dans le quotidien du jeune et du moins jeune cheval. Dans les contraintes qu'on va se mettre au départ pour trouver notre équipement, celle-là, elle va rester et elle va continuer de nous accompagner en fait. Disons que c'est quelque chose qui sera toujours là et qui participe en fait de la mise en place d'une hygiène de vie globale pour le cheval, si tu veux. Ça suppose un ratio entre l'adaptation de l'environnement de vie du cheval, l'adaptation de ses apports alimentaires, qui correspond aussi à son rythme de travail. Et tout ça, c'est très lié. Mais après, là, pour le coup, c'est pas différent de ce qui se passe chez l'humain. Tu vois, la sédentarité chez le cheval, elle présente exactement les mêmes types de risques que la sédentarité chez l'humain, tu vois. Ouais, la sédentarité et la gestion aussi de l'environnement. Oui, et des apports nutritionnels, etc., etc. Parce que, on le sait, selon le type, on va dire, métabolique du cheval, tu as pas du tout les mêmes besoins, les mêmes façons de gérer l'environnement, les mêmes apports nutritionnels. Enfin, c'est très, très différent. Autant quand tu es dans une écurie où, je sais pas, c'est tout que des pur sang rap d'endurance, peut à peu près partir du principe quand même qu'ils ont tous plus ou moins le même métabolisme de base et tous plus ou moins la même activité. Mais si tu prends une écurie de chevaux de loisirs où tu as aussi bien des poneys que des camargues, que des ibériques, que des frisons, que des pur sang, que des trotteurs, tout ce petit monde-là avec des rythmes de travail très très différents et des activités très très différentes selon que les propriétaires font que du travail à pied ou juste un peu de balade ou une utilisation un peu plus sportive avec des séances de travail un peu plus exigeantes et plus régulières. Tu as autant de besoins en apport nutritionnel et en gestion de l'environnement immédiat que de chevaux. Donc ça rend les choses extrêmement compliquées pour le coup pour les gérants de ce type de pension-là, tu vois. Clairement, moi, il y avait une deuxième grosse ombre au tableau quand j'ai démarré cette recherche de la selle, c'est finalement aussi tu sais, le stress d'avoir un matériel qui est vraiment pas adapté parce que difficulté à pouvoir l'essayer et qui laisse un mauvais souvenir en fait du débourrage à ma jument. Et ça, j'avoue, c'est encore quelque chose parfois qui me traverse, tu vois, de me dire est-ce que je suis en train de réussir cette étape cruciale? Est-ce que j'ai l'équipement adapté? Parce que dans le fond, tu vois, c'est la selle qui tourne,
ou une selle qui tape un peu trop le dos parce que dès qu'on est au trot, en fait, l'arrière de la selle se soulève à chaque foulée. Tu vois tous ces petits hicks qui viennent en fait entraver ce moment où les choses doivent se passer idéalement du mieux possible pour que ce soit complètement anodin pour le cheval et que ce soit un non-événement et que ce soit la promesse d'un cheval qui ne fuit pas le matériel parce que source de douleur ou source d'inconfort, quoi. Bah, clairement. Si tu veux, ce que je dis toujours, c'est quand on a un cheval de selle, si au moment de sa rentrée des classes, quand on commence à le mettre au travail, donc ça commence forcément avec l'étape du débourrage, qui est un peu son CP à lui, tu vois. Si d'entrée de jeu, tu apprends à ton cheval de selle que la selle c'est un problème, tu garantis à peu près à 100% qu'il va pas aimer son futur taf. Donc effectivement, ta crainte est tout à fait légitime et fondée de te dire, déjà vis-à-vis de ton cheval, que si la selle, quand elle lui est introduite dans sa naïveté de ses fraîches années comme étant un problème fondamental, bah tu vas créer de fait une appréhension qui sera difficile à lever par la suite. Parce qu'on le sait, hein, c'est toujours plus facile d'installer une bonne habitude dès le départ que de désincruster une mauvaise habitude pour la remplacer par une bonne ensuite. Le débourrage et donc l'introduction dans la vie du cheval de l'objet selle par rapport à son corps et par rapport à son mental et à son travail et tout, c'est hyper, hyper important. Donc, il y a effectivement toute la composante, on va dire, psychologique et comportementale pour le cheval. Mais il y a aussi une vraie question de sécurité pour le cavalier parce que comme tu le dis, bah, la selle, elle peut tourner, elle peut être instable. Or, le jeune cheval, quand il prend le poids du cavalier pour la première fois sur le dos, il est rarement très stable et il sait pas trop à quoi s'attendre non plus. Donc, si tu as une selle instable sur un cheval instable et que le cavalier, n'étant pas très sûr de lui, te casse la figure, ça peut non seulement générer un problème de sécurité, pour le cavalier, c'est problématique par rapport à cette question de sécurité, mais on peut aussi parfois traumatiser le cheval non pas par rapport à la selle, mais par rapport au fait d'être monté, parce que il se rend bien, en général, un jeune cheval, quand il fait tomber son cavalier, il se rend bien compte que c'était pas quelque chose qui était censé arriver, et puis quand il voit la gueule de l'humain qui est pas content ou qui a mal, il peut vite, alors sans parler d'anthropomorphisme, mais il peut quand même vite rentrer dans la culpabilité. Là, moi, je garde en mémoire la tronche de mon poney la première fois que je suis tombée de son dos. C'était un truc qui avait rien à voir avec la selle, hein. Je l'ai arrêté sous un arbre, je me suis penchée parce que je sais pas quoi, il avait un pan sur l'épaule ou quoi. Et en me relevant, comme j'étais sous un arbre, mon casque a tapé dans une branche, ça a fait un bruit, il a eu peur que j'étais penchée sur le côté. Et du coup, comme il a fait un écart, je suis tombée. Et je me rappelle vraiment de son air complètement incrédule. Et puis après, sa peur de ma réaction, tu vois. Depuis, il s'est pas privé de me foutre par terre quand il avait compris qu'il pouvait le faire mais t'as des jeunes chevaux qui, quand ils font tomber un cavalier pour la première fois, ça les traumatise. Et si ça vient d'une instabilité de la selle, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais, les associations se font super vite à cet âge-là et c'est pour ça que on dit, un bon débourrage, c'est quand même garantir des bonnes associations tout le long des différentes étapes qui cheminent ce parcours, que ça commence à pied puis du coup ça finit montée. Donc c'est vrai que on parle toujours du fait de monter sur le cheval, mais tu vois, même une selle qui tourne quand tu es en phase de pré-débourrage, c'est déjà en fait une mauvaise association en soi, quoi. C'est une mauvaise association, sauf si tu apprends au cheval à réagir à une selle qui tourne, tu vois. C'est une possibilité aussi, hein, de lui apprendre à ne pas réagir quand la selle tourne, ou tu vois, c'est un truc tout con, mais c'est comme, je sais pas, par exemple, tu es en train de le longer et pour X ou Y raison, il se prend le postérieur dans le flot de la longe. C'est pas censé arriver, mais ça peut arriver. Si ça lui est jamais arrivé, qu'il a jamais été éduqué à la sensation, il va paniquer. Si tu lui as appris à pas flipper parce que il a une corde qui s'est entourée autour de la patte, tu lui dis stop, il attend que tu viennes le libérer et puis voilà. Donc souvent les gens s'arrêtent à la désensibilisation à la selle, on va dire à l'habituation à la selle plus que la désensibilisation, à juste le fait d'avoir la selle sur le dos, sanglée et voilà. Je pense qu'on pourrait pour garantir, tu vois, le côté safe pour le cheval,
l'habituer aussi à avoir la selle qui bouge, qui est pas bien sanglée, les étriers qui claquent, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont là, genre, quand tu longes un jeune cheval, il faut que tu remontes les étriers. Ah non, grave erreur. Bah ouais, parce que si tu tombes, que le cheval il se barre sans toi et qu'il part au galop et que il a les étriers qui lui tapent dans les flancs à chaque foulée, ce qui est normal quand il n'y a pas un cavalier bah tu vas renforcer sa panique. Alors que s'il est déjà habitué à ce que la selle elle fasse ça, bon, un peu plus, un peu moins, tu vois. Pour moi, c'est pas tant le fait que le cheval flippe à cause d'une selle mal adaptée, tu vois, enfin, une selle mal adaptée. Enfin, je parle pas d'une selle qui lui fait mal, tu vois, avec un arçon cassé ou une arcade de garrot vraiment trop fermée ou quelque chose comme ça. Je parle juste d'un mouvement de la selle sur son dos. Hein. On n'est pas du tout sur les mêmes trucs là. Mais pour moi, là, tout ce processus-là, si tu veux, ça relève vraiment du processus d'habituation. Et ça devrait être fait avant, ne serait-ce que de chercher à monter sur le cheval. Et ça, c'est quelque chose, quand moi j'interviens sur des cavaliers avec des jeunes chevaux, que je vous demande, c'est que le cheval soit vraiment parfaitement habitué au fait d'être sellé et d'être sanglé. Parce que moi, mon rôle, il est à la jonction entre le cheval, il a un truc sur le dos, et le cheval, il va recevoir du poids sur le dos. Le rôle de la selle, en fait, c'est celui-ci. C'est de permettre au cheval d'accueillir un poids sur son dos. Je ne dis pas qu'il faut débourrer forcément s'habituer à la selle, tous les chevaux avec une selle qui leur va pas. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, la phase la plus critique, c'est vraiment celle où on va commencer à faire la phase de montoir. Donc, on va commencer à exercer une pression sur le dos du cheval. Toute la phase d'habituation, elle va pas relever du travail du sellier ou du saddle fitter du tout. Parce que le sellier et le saddle fitter, ils sont pas habilités à manipuler les chevaux, c'est pas notre métier. Donc, on doit connaître un minimum de trucs sur le comportement des chevaux pour être capable de lire ce qui nous renvoie comme information. Hein. Mais c'est pas à nous de faire ce travail-là si le propriétaire sait pas le faire. Donc là, ça va être le travail du comportementaliste, de l'éducateur, du moniteur d'équitation, enfin, du professionnel qui va s'occuper vraiment de cette phase psychologique importante pour le cheval. Mais avant de commencer à mettre du poids sur le dos du cheval, là, c'est vraiment fondamental d'avoir une intervention de la part d'un professionnel de la selle qui va garantir qu'à partir du moment où il y a du poids qui va s'exercer sur cette interface qui est la selle, enfin, il y a une forme de garantie que la selle sera stable pour pas mettre la sécurité du cavalier en jeu et que les pressions seront bien réparties sur le dos du cheval pour pas lui créer de sensations de douleur ou de réflexes qui est très négatif parce que la selle, elle est quand même de part et d'autre de la colonne vertébrale, donc tu as des sorties nerveuses. Donc il suffit d'une pression à un mauvais endroit pour créer un geste réflexe, si tu veux. C'est même pas le cheval qui a le temps de calculer ce qui lui arrive. Des fois, c'est vraiment c'est du tac au tac. Tu vois. Donc voilà, sur cette étape du débourrage, quoi. Pour moi, elle se fait vraiment en 2 temps. C'est habituer le cheval à l'objet et au comportement de l'objet, d'une part. Et après, introduire l'objet par rapport à sa fonction réelle, qui est celle d'accueillir un cavalier là-dessus. C'est quoi, à ton avis, toi, la principale erreur ou les principales erreurs qui sont faites en général par les cavaliers, quels qu'ils soient, hein, d'ailleurs amateurs ou professionnels, ou parce que bon, là, moi, je m'adresse principalement, effectivement, à des gens comme moi, mais je me doute que ça doit être un véritable casse-tête aussi pour les professionnels du débourrage qui ont plein de chevaux différents, avec plein de carrures différentes, avec plein de tailles différentes, tu vois. Avoir un stock de selles qui s'adapte à toutes les conformations, c'est peut-être un idéal, mais c'est pas forcément facile non plus. Donc, est-ce qu'il y a une erreur que tu vois souvent et qui revient? Il y a des erreurs qui vont être différentes selon de qui on parle. C'est vrai que pour beaucoup de propriétaires qui, comme toi et moi, avons commencé avec un jeune cheval, mais directement avec l'envie de bien faire dès le début pour le cheval, en ayant conscience des processus d'apprentissage, des processus de maturation, etc. Je dirais que très souvent, les cavaliers propriétaires, tu sais, un peu chabichou, qui sait très bien être dans le bien-être du cheval et tout. Et ces personnes-là, la principale erreur, c'est de pas oser assez vite monter sur les chevaux. Ça paraît complètement paradoxal, ce que j'ai dit. Je vais pas remettre en cause le fait qu'il y a des gens qui veulent pas monter sur les chevaux parce que les chevaux sont physiquement pas prêts. Ça, c'est une chose.
Et ces gens-là, au contraire, c'est bravo, félicitations. Tu as conscience que ton cheval n'est pas prêt à te porter. Mais la phase de débourrage et de mise au travail du cheval chez les cavaliers vraiment désireux de bien faire, elle est souvent un peu paralysée par une peur d'oser, tu vois, une peur de passer à l'action. Là, pour moi, c'est déterminant pour ces cavaliers-là. C'est déterminant pour eux d'être accompagnés par des professionnels qui vont les guider. Je t'ai parlé de mon premier cheval tout à l'heure. Mais j'ai eu un deuxième cheval que j'ai revendu ensuite. Très compliqué on s'entendait pas, tu vois. J'osais pas y toucher, tu vois, tellement j'avais peur de lui. J'avais peur de mal faire, j'avais peur de faire mal. Et puis en fait, à un moment, j'ai commencé à bosser avec une coach qui m'a dit non mais en fait là il faut y aller parce que t'es tellement dans l'hésitation que lui du coup il hésite aussi. Donc je dirais que vraiment tu vois par rapport au fait de monter ce cheval, donc l'interaction forcément que j'avais avec lui via la selle, elle était biaisée parce que je n'osais pas. Et tu vois mais ça s'est traduit dans ma carrière professionnelle par des cas de figure du style que des cavaliers qui me faisaient vérifier la selle de leur jeune cheval religieusement tous les 3 à 6 mois sans poser leur cul dessus. C'est-à-dire qu'ils payaient une prestation pour ne pas utiliser la selle. Mais pour être sûr qu'au cas où ils utiliseraient la selle, ça pourrait potentiellement aller. Mais enfin, c'est un peu contre-productif, tu vois. Oui, comme tu as dit, la fonction de la selle, c'est de supporter le poids. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait le poids, quoi. Sinon, Ah si oui, tu peux voilà. faire tous les réglages. Voilà, bon, tu fais des réglages, mais tu fais pas tourner la machine. Absolument. Moi, les chevaux avec lesquels je travaille, ce sont des chevaux de selle. Là, j'adore les jeunes chevaux, j'adore les poulinières, j'adore les vieux chevaux, mais c'est pas mes clients, ceux-là. Donc, moi, c'est les chevaux, à partir du moment où ils sont montés, j'interviens dessus. S'ils sont pas montés, ça sert à rien que j'intervienne dessus. On va dire l'erreur. C'est même pas vraiment une erreur, tu vois, c'est plus un manque de confiance. On peut pas qualifier d'erreur un manque de confiance en soi, tu vois. Mais c'est vraiment le truc le plus problématique que je vois chez les cavaliers amateurs qui font désireux de bien faire avec leurs jeunes chevaux. C'est cette peur de mal faire. Et du coup, ça crée aussi, même quand ils montent les chevaux, tu vois, dès qu'il y a le moindre petit truc qui va pas, tout de suite, ils vont incriminer la selle, alors que ça se trouve, vite, il a fait l'abruti au pré, il s'est cassé la figure, il faut qu'il voie l'ostéo, tu vois. Donc il y a une espèce de surconscientisation et de surcharge émotionnelle qui est dirigée et catalysée dans l'objet selle parce que c'est le fait de monter dessus. Mais en fait, ça reste un outil, une selle, hein. C'est pas, enfin, quand une selle, elle va pas à un cheval, si elle lui allait avant, c'est pas la selle qui, un beau matin, a décidé de ne plus aller, tu vois. C'est probablement que le cheval a changé. Il y a un truc chez le cheval qui a changé. Mais avant de faire modifier la selle, je regarde les autres trucs. Tu vois, je me rappelle d'une nana. Pour le coup, c'était une jeune jument. Elle avait 5 ans, sa jument. Et je lui avais dit, à mon avis, dans 6 mois, votre jument, il faut que je la revoie. Elle me rappelle au bout d'1 an. Elle me dit, depuis la dernière fois, j'ai dû faire voir 2 fois l'ostéo parce que le garrot, il était coincé. Ouais, mais je vous avais dit qu'il fallait qu'on se revoie au bout de 6 mois. Et elle avait décidé d'essayer d'être autonome. Et donc, elle avait écarté l'ouverture de garrot de sa selle. C'était une Wintec ou une Bates, tu vois, donc en cas d'interchangeable. Et puis, elle avait fait passer l'ostéo parce que les modifications qu'elle faisait elle-même étaient pas les bonnes. Donc, elle abîmait son cheval, tu vois. Quand il y a un truc qui va pas chez le cheval, à chaque fois, on réapplique un peu le même truc. C'est on vérifie que c'est pas le cheval qui a changé, enfin, qu'il y a pas eu de problème fonctionnel chez le cheval, donc veto, ostéo, ce qu'il faut. Et après, on fait vérifier la selle, mais par contre, on fait pas vérifier la selle sans être sûr qu'il n'y a pas un autre truc au préalable qui s'est immiscé dans le processus. Un autre exemple, un truc que je vois énormément chez les jeunes juments autour de 5 ans, c'est que en 30 ans, bizarrement, elles se mettent à réagir à la selle. Bah ouais, mais en général, 5 ans, les jeunes juments, c'est là que tu vois commencer à apparaître des gros signes au niveau des ovaires, avec une activité hormonale qui s'intensifie. Donc oui, forcément, il y a un problème, mais c'est pas la selle le problème. Elle a un problème avec le fait d'être montée. Et la selle, c'est ce qui permet de la monter. Mais elle a mal au dos, et à cause de ses lombaires et de ses ovaires. C'est pas la selle le problème. Une jument ovarienne, le saddle fitter, il peut rien faire, hein. Le veto, par contre, il peut faire quelque chose. L'ostéo, il peut. Le shiatsu, le praticien shiatsu, il peut. Mais le cellier, ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, tu vois? Le problème, on va dire, chez les cavaliers de loisirs, c'est un manque de confiance en soi qui fait qu'on n'ose pas et du coup, des décisions qui sont prises sous le coup de l'émotion avec un manque de rationalité. C'est vraiment le truc
c'est plus complexe. Après, chez les professionnels, et notamment le cas dont tu parlais tout à l'heure, qui est le cas des pros multi-chevaux à monter, je dirais que c'est plus, pour le coup, un manque de formation qui va pêcher. C'est-à-dire que pour le cavalier pro, une selle, c'est un outil de travail. Or, ils sont pas formés à l'utilisation de leurs outils. On a cette image du cavalier pro qui utilise la même selle sur tous les chevaux, parce que c'est sa selle. Que je peux complètement comprendre, parce que c'est difficile de s'adapter à une nouvelle selle sur chaque nouveau cheval, surtout quand on commence à prendre un peu d'âge ou qu'on n'est pas très flexible physiquement et que du coup c'est difficile, tu vois, de passer à autre chose que ce dans quoi on est bien. Autant ça peut se comprendre, tu vois, qu'un cavalier pro ait une seule selle dans une écurie de saut d'obstacles avec tous des chevaux qui ont à peu près les mêmes dos et les mêmes mensurations, tu vois, qui sont tous plus ou moins issus de la même sélection au niveau de l'élevage, qui ont tous travaillé pareil, qui ont tous... Mais le cavalier pro, en général, c'est des enseignants, tu vois, qui ont beaucoup d'élèves amateurs, qui va se déplacer chez eux, tu vois, qui va aller en itinérance d'une écurie à l'autre, etc. Si celui-là, le professionnel-là, il sait pas voir un minimum si la selle, elle convient ou pas, et accompagner, alors je dis pas que c'est lui qui va devoir choisir la selle, hein, chacun son métier, mais accompagner le propriétaire ou le cavalier dans le choix d'un matériel en disant ça a l'air ok, ça a pas l'air ok parce que si, parce que ça, tu vois, hop, il lui montre un petit peu, il lui explique. Et donc, on va travailler main dans la main avec un saddle fitter ou un sellier pour faire les choses correctement. Là, c'est vraiment problématique. Et ça peut être rendu d'autant plus problématique quand on sait que il est dans la politique de certaines marques d'équipement, donc de marques de selle, alors c'est pas du sponsoring, hein, on va dire, de rémunérer. C'est une politique d'apporteur d'affaires, hein, donc d'intéresser financièrement les professionnels sur la vente de matériel, mais d'un point de vue strictement commercial, sans apporter aucune base technique. Et du coup, on va avoir des enseignants qui vont se faire du beurre sur le dos de leurs élèves, en leur apportant que les élèves prennent comme un conseil, et qu'il est en fait une vente déguisée. Chez les professionnels, on a un peu ce double problème, qui va être plus d'un côté un manque de formation, parce que ça ne fait pas partie de la formation des professionnels et des enseignants, le choix de la selle. Ça commence, mais c'est encore plus que rare. Et après, on a la question du manque d'éthique. Les principales erreurs, elles sont très différentes selon le type de personne de cheval à qui on a affaire. Mais c'est hyper intéressant de les mentionner parce que, justement, là, moi, j'ai parlé de mon cas où, dès le début, entre les lignes, je me suis dit que j'allais m'atteler moi-même au débourrage de ma jument, donc il fallait que je trouve une selle qui lui corresponde et qui, à un moment donné, devra me correspondre aussi. Mais c'était, entre guillemets, ma responsabilité de devoir aller chercher une selle. Pour autant, il y a plein de jeunes propriétaires qui vont déléguer cette étape du débourrage et du coup qui rajoutent, comme tu viens de l'expliquer, potentiellement une tierce personne, tu vois, dans le choix de cet équipement. Et donc, ça peut aussi être une erreur, tu vois, de pas s'en référer à la bonne personne pour choisir son matériel, finalement. Ouais, mais là, c'est pas, je veux dire, on en revient un peu à la question par laquelle on a ouvert le podcast, qui était, est-ce que je me démerde tout seul ou est-ce que je fais appel à une tierce personne? Tu vois, en gros, est-ce que je prends conseil auprès d'un professionnel? Pour moi, le risque, il est à prendre le conseil auprès d'un professionnel qui n'est pas formé, tu vois. Un enseignant d'équitation, un ostéopathe, un vétérinaire, ce sont des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine, mais qui ne sont pas compétents pour le choix de l'équipement. Le choix de l'équipement relève du saddle fitter, du bit fitter, du sellier, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas d'unicité, tu vois, dans les professionnels de l'équipement au sens large du terme. Il n'y a pas d'unicité de formation, il n'y a pas de référentiel de formation commun. Et d'ailleurs, tu vois, même chez les saddle fitters à proprement parler, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs types de praticiens. Et là, j'ai en tête l'exemple d'une copine qui cherche à équiper son jeune cheval, qui a fait en quelques jours intervenir 2 saddle fitters différentes, issues de 2 formations différentes, et qui a eu des sons de cloche et des conseils radicalement différents. C'est quand même assez compliqué, et je comprends très bien du coup ton point de vue à toi qui te positionne là en tant que
je suis une petite cavalière amatrice, et j'ai mon cheval, je veux faire le mieux possible pour elle, mais je sais pas quoi faire et je sais pas à qui m'en référer parce qu'effectivement, tu sais pas trop sur quel pied danser parce que comment tu sais que même le professionnel qui est censé être le professionnel de référence de la spécialité que tu vises, à savoir son l'équipement de ton cheval, c'est un bon pro. Sur quels critères tu vas choisir de lui faire confiance? Comment tu vas te dire, OK, le conseil, il est valable et je vais le suivre, tu vois? Ou au contraire, si je suis ton conseil, potentiellement, je me mets dans la merde. C'est un peu ce qui m'est arrivé aussi. Donc, en fait, je dirais que moi, mon erreur principale dans mon démarrage, tu vois, ça a été de finalement vouloir aller un peu vite en pensant qu'il fallait que je me presse parce que pour plein de raisons, tu vois, mais genre Iggy avait 3 ans, je pensais que j'allais la débourrer dans l'année, puis donc du coup il allait me falloir une selle, et je me suis dit oh là là, mais si je dois commander une selle neuve, j'en ai pour 3 à 6 mois de fabrication parce qu'on était en sortie Covid. Enfin, tu vois, je me suis mis une sorte de stress de devoir faire vite, et j'ai certes pris conseil auprès d'un saddle fitter puis ensuite d'un sellier, mais mon erreur, c'est que j'avais pas les bonnes connaissances en fait. Donc je partais de loin, c'est-à-dire que il me manquait un petit niveau de connaissance personnelle de manière à pouvoir prendre du recul sur ce qu'on est en train de me dire. Et puis après, c'est surtout que finalement, quand je discutais avec eux, moi, les questions insolvables que j'avais envie de résoudre dans ma tête, c'était des questions budgétaires et organisationnelles. C'était même pas vraiment des questions, tu vois, d'équipement, parce que ça m'était même pas venu à l'esprit que je pourrais avoir une jument difficile à sceller. Ça, j'en étais même pas là-dessus. J'étais juste sur, ok, qu'est-ce que je fais, qui de l'œuf ou la poule, tu vois, comme je disais en intro, est-ce que je vais sur du neuf, mais du neuf évolutif, et puis en gros, je fais mon gros investissement maintenant et c'est fait. Est-ce qu'au contraire, je prends de l'occasion parce qu'elle risque de tellement encore bouger que, je sais pas, on traite le débourrage, puis ensuite, on verra. Tu vois, il sera temps d'avoir le truc parfait, entre guillemets, si tant est que ça existe, mais je n'en suis pas sûre. Ces questions budgétaires et organisationnelles, bon, on peut toujours prendre conseil, effectivement, auprès du pro qui peut nous induire, mais lui, il est surtout là aussi pour d'abord venir nous répondre à notre problématique d'équipement à l'instant T, en fait. Alors, je sais qu'il y a des professionnels qui vont fonctionner comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec eux, si tu veux. Je me reprojette en arrière, 15 ans en arrière, quand j'ai acheté Billy et que, quand je l'ai acheté, il avait 1 an, hein, tu vois. Moi, j'avais 2 ans devant moi pour me poser la question de la selle qui allait potentiellement me permettre de commencer à le monter entre ces 3 et 4 ans, tranquillement, tu vois. Mais déjà, à l'époque, j'étais contente d'avoir ces 2 ans devant moi parce que ça allait me laisser le temps de réfléchir, comme tu disais, à ces questions budgétaires et organisationnelles. Et je sais qu'aujourd'hui, quand je dois équiper un jeune cheval, je prends en compte ces questions-là chez les gens. C'est-à-dire que je ne réponds pas que d'un point de vue technique, genre ton cheval il a un garrot comme ci, il a un dos comme ça. On va aussi étudier la question du budget et on va aussi étudier la question de la temporalité. Même quelqu'un, tu vois, qui va vouloir commencer à monter son cheval dans 6 mois, je l'invite à contacter un professionnel, pas forcément pour le faire intervenir en consultation tout de suite, mais déjà pour commencer à poser des questions, essayer de jauger un petit peu la personne et son éthique. Genre, est-ce que c'est quelqu'un en face de toi qui va absolument chercher à te fourguer sa came, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a ton écoute et qui a un vrai conseil structuré, organisé par rapport à ce dont toi tu as besoin? Ça pour moi, ça fait partie du métier. Un bon saddle-fitter, il a un rôle de conseil aussi par rapport à ça. Et il va prendre en compte des questions budgétaires et organisationnelles. Et tu vois, parfois, ça m'est arrivé de les zapper, et du coup, je me suis plantée et j'ai fâché des gens et des chevaux, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait très, très attention. Maintenant, au niveau du cavalier, je dirais que par rapport à ces questions d'organisation et tout ça, tu sais, il y a ce précepte, je sais plus qui a dit ça, c'est un auteur équestre. Ah non, c'est même pas un auteur équestre, je crois que c'est Talleyrand, l'homme politique du 19e, là, qui a dit à cheval, je prends mon temps parce que je suis pressé, tu vois. Je dirais que là, c'est un peu la même chose, genre, si t'es pressé de monter sur ton cheval, prends ton temps de réfléchir à comment tu vas faire pour y monter dessus et avec quoi tu vas y monter dessus, tu vois. Donc, aujourd'hui, sur le marché de l'équipement, donc dans les réponses techniques qui existent, on a des selles qui vont de 500 à 5000 balles. On a des selles évolutives à 500 euros, on a des selles évolutives à 5000 balles, on a des selles non évolutives à 500 euros, on a des selles non évolutives à 5000 euros. Donc, il y a un peu de tout sur tous les marchés. Donc, je dirais que
prendre le temps de faire sa recherche et de bien identifier quels sont tes besoins, quels sont les besoins de ton cheval. Et donc, forcément, ce que ça implique, c'est une formation. C'est-à-dire que tu vas prendre le temps de te documenter sur la question et d'acquérir un certain volume de connaissances et de compétences qui vont te permettre de commencer à répondre à la question dans ton coin, mais qui vont aussi te permettre, quand tu vas te confronter à des professionnels, de savoir si on est en train de te chanter la messe en latin ou si c'est, tu vois, est-ce que c'est sérieux, est-ce qu'on me prend au sérieux ou est-ce que c'est quelqu'un qui me dit ce que j'ai envie d'entendre juste parce que c'est juste un commercial, tu vois, c'est pas quelqu'un qui a une fibre technico-commerciale avec en plus une fonction de conseil, tu vois. Donc il y a cette part de responsabilité aussi chez les cavaliers. Je sais que dans ma pratique, surtout depuis que je suis formatrice, évidemment, mais dans ma pratique, j'essaye toujours d'inclure ce volet pédagogique pour aider les gens à être le plus responsable et autonome possible vis-à-vis de leurs choix. C'est très clair et c'est aussi pour ça que je suis venue te voir pour qu'on décide de faire cette masterclass parce que voilà, c'est pas un secret mais en discutant avec toi, on a cette vision commune de comment en fait on fait un accompagnement qui n'est pas que sur des questions toujours techniques mais qui amène une certaine pédagogie et aussi une dimension de management du quotidien derrière parce que une selle, c'est pas un usage unique, donc c'est pas j'ai fini le débourrage, hop là, je m'en débarrasse et puis on verra bien si je dois en prendre une après. C'est quelle est l'approche stratégique entre guillemets qu'on veut avoir et qu'on doit avoir pour se dire c'est un équipement à part entière qui représente quand même une certaine somme d'argent, mais aussi qui mobilise des ressources, que ce soit en temps et en énergie, parce que comme c'est un achat conséquent, on n'en change pas tous les 4 matins. Donc à chaque fois qu'on doit changer son équipement, forcément, comme tu dis, ça prend du temps de refaire toutes les démarches, d'aller prendre des rendez-vous avec les différents pros de santé, puis ensuite le pro de l'équipement en tant que tel. La masterclass, on l'a pensé comme ça. On s'est dit, ok, en fait, il y a une problématique régulière et récurrente dans la vie, en fait, du cavalier propriétaire d'un très jeune cheval. C'est le moment du débourrage et le moment finalement de trouver ce premier équipement, en fait, pour passer cette étape. Et c'est une question et c'est une problématique qui ne doit pas être un problème, mais qui est multifactorielle. Donc, il faut l'envisager avec une dose de connaissances et ensuite un plan d'action par rapport à cette dose de connaissances. Et c'est pas juste un achat en tant que tel d'une selle suite à la lecture d'un billet de blog ou même à l'écoute juste d'un épisode de podcast, qui est très bien parce que ça permet de rentrer dans, la démarche intellectuelle à avoir, mais qui n'est pas suffisant pour justement derrière aller dans le concret et dans des premières pistes d'exploration pour pouvoir se dire ok, je sais comment j'aborde en fait cette question de manière très concrète dès demain matin. Absolument. Une selle, c'est un investissement. Tu sais, moi quand j'ai acheté Billy, j'avais 2 budgets. J'avais le budget achat poney avec le prix du poney plus la visite veto plus les frais de transport parce qu'il y avait quand même 800 kilomètres. C'était conséquent et je suis passée par un transporteur. Donc, il y avait une enveloppe pour ça et il y avait une enveloppe pour l'achat de la selle. Et qui étaient 2 enveloppes qui avaient des montants qui étaient quasiment identiques. Un peu moins cher sur la selle, mais guère, tu vois. Parce que je voulais vraiment le meilleur pour lui. Je bénis, en fait, tu vois, même si sur le coup, ça m'a mis très en colère, mais je bénis les selliers qui, à ce moment-là, on parlait pas du tout saddle fitting, hein, je te parle de ça, on était en 2009, donc autant me dire que ça nous rajeunit pas. Je bénis les selliers qui m'ont pris de haut et qui m'ont dit non, mais vous posez pas la question d'avoir une selle adaptée à votre cheval, nous, nos selles, elles vont à tous les chevaux, tu vois. Ok, donc ce budget matériel va se transformer en budget formation. Voilà. Et j'en suis très contente aujourd'hui. C'était pas du tout un investissement loupé, bien au contraire. Mais j'ai changé complètement mon fusil d'épaule, tu vois. À ce moment-là, je considérais la marque. J'écoutais ce que les gens disaient de telle ou telle marque, tu vois, en me disant, cette marque, ils font ci, ils font ça, ils équipent telle personne, tel cavalier pro, machin. Et là, j'ai commencé à me dire, non, mais en fait, ça, c'est pas du tout intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quelles sont les problématiques d'un cheval par rapport à son équipement. Qu'est-ce que moi, en tant que cavalière amatrice, et à l'époque, je n'avais absolument aucune idée ou envie de devenir pro, hein. On est bien clair, enfin, on en a parlé dans le podcast précédent, j'étais chef de projet marketing dans les transports en commun. Donc, tu vois, loin de moi l'idée de bosser dans la filière équipe.
Et puis en fait, j'ai commencé à aborder vraiment le truc comme ok, je vais monter mon projet. Quels sont les éléments à ma disposition? Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas? Quel est l'état du marché? Quelles sont les réponses des professionnels? Quels sont les différents designs qui existent? Voilà. Alors aujourd'hui, notamment avec mon travail, mais aussi avec le travail de tous les autres saddlefitters en France, on a des professionnels qui peuvent te faire un peu prendre des raccourcis, mais ça n'empêche pas que chaque personne étant responsable de son cheval, à partir du moment où elle veut lui monter dessus, doit s'intéresser à cette démarche fondamentale de je vais investir du pognon dans un objet qui peut potentiellement compromettre le bien-être de mon animal et ma santé et ma sécurité en tant que cavalier. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? En gros, où est-ce qu'elle commence la délégation de responsabilité et jusqu'où moi ma responsabilité elle est engagée dans l'histoire, quoi. Ça enlève un petit peu le côté rêve de poney quand t'es gosse, quoi. C'est sûr que ça te rend la chose un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature et peut-être un petit peu moins légère et moins fun. Mais en même temps, aujourd'hui, une selle, quand on veut vraiment une selle neuve, fabriquée en France, machin et tout, c'est tout de suite quasiment 4 000 €, quoi. Et je sais pas toi, mais moi, 4 000 €, j'ai pas un budget de 4 000 € dispo comme ça, là, maintenant, sous la main à mettre dans une selle, quoi. Et du coup, c'est un investissement. Comme si j'achetais une voiture, presque. J'ai failli faire la remarque tout à l'heure dans mon exemple. Mais c'est exactement Mais c'est vrai, ça. hein. C'est comme acheter une voiture. C'est un véritable investissement. Et puis, on va peut-être finir sur cette anecdote, mais c'est vraiment comme une voiture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une selle neuve et qu'on s'est planté dans le choix de sa selle neuve et qu'elle n'a pas servi, la décote, elle fait mal. Donc, c'est toujours OK, on pourra la revendre. Mais la décote, elle fait vraiment mal et du coup, on a littéralement perdu de l'argent pour ensuite pouvoir réacheter un matériel. C'est pour ça que l'achat compulsif, quand il s'agit de matériel technique comme une selle, donc un matériel technique avec déjà une grosse valeur de base et en plus une forte valeur ajoutée, comme une selle, ça se réfléchit vraiment à l'avance. Et autant, tu vois, moi, très souvent, je vais finir sur ce conseil-là, hein. Moi, pour les jeunes chevaux, ce que je dis aux cavaliers, c'est ne claquez pas tout votre livret à tout de suite. Achetez quelque chose de temporaire, de pas trop cher. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la marque Wintec, mais il y en a d'autres, tu vois, des marques qui sont en début de vie à peu près équivalent, on va dire, entre 700 et 1 200 €, qui sont tout à fait corrects, avec une bonne ergonomie, qui sont réfléchis pour être évolutifs, adaptables, c'est léger. Wintec, pour rester sur l'exemple de cette marque, il y a un énorme avantage, c'est que c'est du synthétique, donc ça se dégrade beaucoup moins vite que le cuir, tu vois. Donc si ton jeune cheval, il lui prend l'envie de te rouler dans la carrière avec, tu l'abîmes potentiellement moins, quoi. Encore que normalement une selle avec un cheval qui s'est roulé dessus, tu fais vérifier l'arçon pendant un cellier, mais bon. Le plus simple étant d'apprendre au cheval à ne pas se rouler avec la selle quand même. mais bon, on est d'accord. Ça arrive. On est d'accord. Mais ça peut arriver. Mais quoi qu'il en soit, plus l'objet de base est cher, plus la décote c'est une décote qui est toujours à peu près la même, hein. C'est comme une voiture d'occasion. La décote standard, c'est 30% sur le prix du neuf. C'est vraiment comme les bagnoles. Donc, si tu as acheté une selle 3 000 €, ta décote, c'est 1 000 balles. C'est-à-dire que ta selle à 3 000 €, tu peux espérer la revendre 2 000. Même si elle n'a pas servi. À partir du moment où elle est de seconde main, tu vas appliquer une décote d'à peu près 30%. Si tu as une selle à 900 balles, ta décote, c'est pas compliqué, elle est de 300 €. Donc proportionnellement, tu perds autant d'argent, mais financièrement, tu perds beaucoup moins. Tu n'as perdu, entre guillemets, que 300 €. Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Les jeunes chevaux, c'est comme les gosses, hein. Des fois, ça évolue tellement vite que la selle, elle dure 1 an, pas plus, quoi. Je propose qu'on conclue justement en expliquant qu'est-ce qu'on va voir dans la masterclass et du coup quel va être le contenu. Donc on va répondre à la question quelle selle et quelle stratégie surtout d'équipement pour débourrer mon jeune cheval. Tu démarreras par une partie, on va dire d'un point de vue idéal et ergonomique, comprendre les repères, les différents repères dont tu nous as parlé, mais surtout on va donner une pédagogie autour de cette question et, comme on le disait, une véritable stratégie qui tient compte des contraintes financières, temporelles, organisationnelles du jeune propriétaire. Oui, tout à fait. L'idée, c'est pas que ce soit que une masterclass
autour de la problématique du jeune cheval, c'est que ce soit une masterclass qui parte de la problématique de je dois sceller mon jeune cheval pour aller vers comment je fais, quels sont tous les tenants et les aboutissants de cette recherche, qu'est-ce que ça va impliquer pour moi, vraiment quel plan stratégique je peux mettre en œuvre pour minimiser les risques de me planter. Donc, si vous souhaitez faire cette masterclass, il y a le lien directement en description de l'épisode. Vous repartirez donc avec 2h30 toute la science d'Eugénie et l'expérience d'Eugénie sur la question, mais aussi votre feuille de route à pouvoir vous appliquer pour répondre à votre problématique. Merci beaucoup Eugénie. Et puis du coup, je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour la masterclass. Merci beaucoup de ton invitation Fanny. Et puis j'ai hâte de partager tout ça avec nos futurs élèves de masterclass du coup. C'est la fin de notre échange avec Eugénie. Sachez que elle ou moi, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions par DM sur Instagram. Comme vous le savez, cet épisode est relié aussi à la promotion de notre masterclass que nous donnons le 8 février prochain à 19h en live. Le sujet donc de la masterclass, c'est de vous aider à trouver quelle est la meilleure stratégie à adopter pour votre première selle lors du débourrage de votre cheval. Toutes les informations pour s'inscrire sont disponibles en description de l'épisode. Je vous ai également mis les liens pour retrouver Eugénie sur les réseaux sociaux. A priori, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, c'est que celui-ci vous a plu. Alors pour démarrer cette nouvelle année sous les meilleurs auspices possibles, je vous invite à me laisser une notation ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, bref, votre plateforme d'écoute préférée. C'est bien vous qui êtes les seuls capables de me hisser tout en haut des charts. Moi, en somme, je ne prépare que le contenu. Derrière, je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir décider si le podcast sera une réussite ou pas. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur Instagram ou TikTok pour suivre notre quotidien à Iggy et moi. Nous y sommes sous le pseudonyme @Iggy, IGGY.journal. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.